Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous voir tous ici réunis, de voir aussi tout autour de moi effectivement les Guinéens qui sont aujourd'hui, comme M. Ivan Mayor l'a dit tout de suite, sont devenus la deuxième communauté en Belgique et à Bruxelles plus particulièrement, puisqu'on est devenus très très nombreux. Je voudrais saluer aussi deux amis à moi qui sont au Parlement avec moi, deux amis qui sont présents ici, Thémise et mon ami que j'appelle, souvent il a un nom chinois, Hassan Kouyoku. Voilà, merci d'être présents. Comme vous savez, la Turquie et la Guinée aujourd'hui sont devenus très amis. Donc voilà, donc moi j'étais, avant que la Turquie devienne amie avec la Guinée, j'étais ami avec les Turcs depuis longtemps. Voilà, bienvenue chers amis, merci d'être présents avec nous. Alors devant un tel rassemblement, un tel nombre de personnes qui sont ici aujourd'hui, je peux que vous saluer aussi tous les grands sages de la communauté guinéenne qui sont ici présents. Je vous remercie pour votre présence et de venir nous soutenir. Merci aussi aux amis français qui nous ont rejoints. Merci d'être venus vraiment, parce que l'objectif évidemment de cette conférence, c'est aussi de dire, parce qu'on l'a bien appelé réseau mondial, on n'a pas appelé réseau belge, on l'a appelé réseau mondial parce que notre objectif, c'est de toucher tous les Guinéens qui sont partout, aujourd'hui de plus en plus nombreux à l'extérieur, et l'objectif du projet, c'est vraiment ça. On se parle, M. Diallo vient de le dire tout à l'heure, on ne s'occupe pas de politique. On ne s'occupe pas de politique parce que les Guinéens s'occupent trop de politique. Notre objectif, c'est de s'occuper vraiment, de dire on a eu effectivement l'opportunité et la chance d'être à l'extérieur et d'être en Europe. Certains d'entre nous ont réussi d'une manière exceptionnelle. D'autres personnes, effectivement, on n'oublie jamais d'où on vient. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de dire on sait d'où on vient, comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut mettre des choses en commun pour pouvoir effectivement retourner demain chez nous et nous dire on est heureux parce que nos enfants ne quittent plus la Guinée, mais ils restent en Guinée. Important à mettre en place, plus particulièrement le développement économique local. Je crois que c'est quelque chose de très très important. Alors avec le respect évidemment de mes ancêtres, je vais commencer par m'adresser aux grands sages ici qui sont présents. Je pense aussi les sages des différentes communautés, les Manikiés, les Forestiers, les Peuls et évidemment les Soussous. Alors votre présence ensemble ici parmi nous montre aussi évidemment qu'il y a beaucoup de respect entre les communautés et que contrairement à ce que certaines personnes extrémistes, même que j'appelle d'extrémistes, qui essaient de créer ces clivages ethniques, est complètement faux. Ces clivages-là, ils doivent disparaître totalement parce que nous, les Guinéens, nous sommes mariés entre nous et nous nous aimons et nous nous pardonnons. Et donc je pense que c'est ça aussi cet objectif. Les Guinéens, le peuple guinéen est un peuple effectivement de tolérance, de sérénité et aussi un peuple unique et uni dans le respect des différences, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient effectivement confessionnelles. Alors merci pour votre présence, grand sage, et merci pour votre soutien. Alors je voudrais évidemment parler de la Guinée. Je crois que c'est important. Je pense que vous connaissez l'histoire de la Guinée. On a certains amis ici qui ne la connaissent pas. Je pense que c'est important que vous compreniez l'histoire de la Guinée, d'où elle vient, et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, et effectivement vers quoi on va. Alors je voudrais évidemment avant tout faire découvrir le côté extraordinaire de mon pays. La Guinée est vraiment magnifique. Pays exceptionnel, la Guinée est un des pays les plus extraordinaires du monde, vraiment. Et je le dis sans aucun égocentrisme. Au nord du golfe qui porte son nom, qui du Sénégal au sud du Gabon, effectivement dessine la crosse de l'Afrique, de l'Ouest plus particulièrement, la Guinée représente en surface à peu près la moitié de la France, et 8 fois effectivement la Belgique, et quand on voit qu'il se fait 8 fois la Belgique, mais qu'il y a le même nombre d'habitants, on est entre 10 et 12 millions d'habitants à peu près en Guinée, avec 6 pays voisins qui sont autour de lui, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria et évidemment la Sierra Leone. Alors elles sont réparties dans 4 régions différentes, et ces régions sont la Basse-Guinée où vous avez effectivement la côte, c'est d'obédience Soussou. Vous avez évidemment la moyenne Guinée où tu retrouves ce qu'on appelle le Fouta Djallon, ou la petite Suisse de l'Afrique, parce que c'est un climat extraordinaire, d'obédience Peul, la Haute-Guinée, avec une magnifique savane, qui est extraordinaire vraiment en nord, qui est l'obédience magnifique, et alors nous avons évidemment la Guinée forestière, qui est au sud, qui a donné son nom à son ethnie de référence. Alors je vais vous demander de m'aider à comprendre pourquoi un tel pays est si pauvre. Vous considérez comme étant pauvre. Le plus grand scandale évidemment de la Guinée, le plus grand scandale de la Guinée, c'est qu'il est virtuellement et par habitant un des pays les plus riches au monde. Alors retenez bien ces chiffres. Première réserve mondiale de bauxite,
C'est-à-dire 40% de la réserve mondiale de bauxite se trouve en Guinée. La Guinée et le Canada sont les deux pays qui représentent 70% de la réserve mondiale de bauxite. Unique minerai évidemment de base de l'aluminium. Deuxième réserve mondiale de fer. Nous avons effectivement découvert il y a quelques années une montagne dont le taux de minerai de fer est le plus élevé de la planète. 80% de toutes les ressources aquifères de toute l'Afrique de l'Ouest partent de la Guinée. 80% de toute l'eau. C'est-à-dire que nous pourrions effectivement, si nous avions cette technologie ou les moyens pourraient se concentrer là-dessus, plus de 150 millions de personnes pouvaient être électrifiées et avoir accès à l'eau. Et souvent, ce qu'on dit, l'or blanc du XXIe siècle, les économistes disent que c'est l'eau. Alors la Guinée, c'est du diamant, c'est de l'or, c'est du pétrole jamais exploité. C'est évidemment l'agriculture exceptionnelle. Des mangues, tu jettes une mangue, tu as 10 000 tonnes qui poussent, ben, elles pourrissent. Elles pourrissent, parce qu'on ne les exploite pas comme il faut. On a des oranges, on a des fruits exotiques, du café, du riz, du thé, enfin bref, c'est quelque chose d'effrayant quand vous voyez effectivement le potentiel. Des dizaines de milliers d'hectares propices à l'élevage. D'ailleurs, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un gastronome français qui avait été en Guinée en visite et il disait une chose super, il était surtout ami épicurien, ne goûtez jamais la chair des vaches des vallées du Fouta. Ce jour-là, toute autre viande, fût-elle des prairies d'Irlande ou d'Argentine, vous sembleront fades. Et comme nos amis japonais, vous serez évidemment condamnés à masser vos vaches à la bière pour tenter d'en retrouver le goût. Donc évidemment, ça c'est la réalité. Alors mesdames et messieurs, chers amis et collègues, vous qui devez ici en Belgique faire survivre un pays qui connaît le froid, qui connaît aucune matière première, pourtant on arrive à en assurer effectivement la prospérité. Vous devez certainement vous poser des questions et dire mais pourquoi les Guinéens partent? Pourquoi est-ce qu'on vient mendier comme ça en Europe alors que la Guinée devrait aujourd'hui effectivement être assis en tout cas sur un trône aux 4 pieds d'or que j'appellerais orange, blanc, jaune ou noir. Alors, pour vous le faire comprendre, je vais vous raconter son histoire. Jusqu'en 1958, tout comme la Belgique, la Guinée était un pays effectivement qui était sous colonie française. Le général de Gaulle, juste après son accession à la présidence française en mai 1958, décide effectivement de proposer ce qu'on peut appeler aux différents pays subsahariens qui étaient sous sa tutelle. Il y avait le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et bien d'autres pays dont la Mauritanie et la Guinée étaient dedans, d'adopter un régime effectivement de substitution qui dénomma à l'époque la communauté française. Ce statut effectivement choisi librement par chaque pays, proposé en échange d'une souveraineté nationale aménagée, un espace socio-économique et réglementé par le gouvernement, tant sur le plan législatif que monétaire et économique. Alors, après un accueil triomphal à Madagascar, au Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire, le général de Gaulle atterrit à Conakry le 25 août 1958. Il est accueilli par des centaines de milliers de personnes, de Guinéens, en train de scander son nom tout au long de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Évidemment, une fois qu'il arrive au palais du peuple, là, il prend un terrible coup. Un terrible coup, parce qu'il ne s'y attend pas du tout. C'est Touré qui lui met ce coup. Et ce coup, évidemment, est avec un discours assez offensif et une phrase extraordinaire que tous les Guinéens ont retenu, et je pense beaucoup de pays africains aussi l'ont retenu. Il dit « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». Évidemment, en boxe, on appelle ça un hypercute. C'est un terrible hypercute, et cet hypercute aussi va avoir, je dirais, un impact terrible sur les autres pays africains, puisque cette phrase a influencé toutes les autres colonies africaines, puisque suivront évidemment quelques années après plusieurs pays qui demanderont leur indépendance. De Gaulle, évidemment, quand il a pris cet hypercute, il a répondu d'une manière très glaciale. L'indépendance était à la disposition de la Guinée. La France, évidemment, en tirera toutes les conclusions. Ce nom historique est, je pense, quelque chose de très très fort. Parce que ce nom, évidemment, a permis à la Guinée d'avoir gagné quelque chose d'extraordinaire. Et ce gain, il est simple. C'est la chose la plus importante en fait pour un peuple. Son indépendance et sa fierté. Et effectivement, c'est une identité nationale forte. Le Guinéen
est un peuple très fier. Parfois, je trouve même trop fier. Mais je pense que cette fierté, on doit la garder. Et évidemment, quand on regarde cette histoire, on se dit comment est-ce qu'on en est arrivé là, puisque Sékou Touré, derrière cette indépendance, évidemment, a eu beaucoup de difficultés parce qu'il a été complètement isolé par la France, dû se tourner vers un système communiste. Ce système communiste était assez compliqué puisqu'à l'époque il y avait la guerre froide. Et cette guerre froide, évidemment, a conduit la Guinée à ne pas vraiment pouvoir se développer d'une manière, je dirais, optimale. Alors, après le décès de Sékou Touré, qui est décédé aux États-Unis à Cleveland, loin du pays qu'il avait rêvé effectivement de doter de plutôt moderne, à sa mort, le 26 mars 1984, c'est un parti unique à l'époque qui s'appelait le PDG, qui commence à sombrer dans des grandes disputes. Et derrière ces disputes, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un coup d'État quelques jours plus tard, qui amena évidemment l'installation du colonel Lansana Conté au pouvoir, et qui lui en 1986 décide effectivement, 26 ans après, des économies centralisées, le nouveau président décide d'ouvrir et d'autoproclamer ce qu'on peut appeler le libéralisme économique, et qui prenait effectivement la privatisation de nombreuses entreprises publiques. Je pense aussi que ces conséquences-là, d'avoir ouvert comme ça l'ultralibéralisme au pays, nous a conduit aussi parfois certainement à l'échec que nous connaissons aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'était pas préparé à cela. En 1990, il a fait adopter une nouvelle constitution de la loi fondamentale qui reconnaît la démocratie et autorise effectivement le multipartisme. Le président, évidemment, organisa aussi les élections, et pendant ces élections-là, il a obtenu ce qu'on appelle les élections présidentielles, et il est resté pendant près de 25 ans président de la République de Guinée. Le 22 décembre 2008, le général Conté décéda d'une longue maladie et laissa effectivement un pays divisé dans des luttes assez intestines. Oui, mesdames et messieurs, oui, 50 ans. En 50 ans, la Guinée a connu 2 présidents. Je pense que ceci explique peut-être cela. Tout cet itinéraire, vraiment, moi je l'ai connu. Je l'ai connu jour après jour, à travers notamment les narrations de mon père, qui assurait à l'époque d'importantes fonctions dans la diplomatie, guinéen d'abord au Libéria, où je suis né, ensuite en France, puis en Belgique. Je l'ai vu croire en l'idéal de Sékou Touré, avant de le voir tomber dans une paranoïa destructrice. Je l'ai vu s'enthousiasmer des grandes réformes de Conté, avant de s'opposer à l'installation d'un régime corrompu des oligarques. Je l'ai vu se battre pour tenter d'amener la raison à l'unité. Je l'ai vu surtout, toujours et encore, pleurer la pauvreté de la Guinée, pillée par les intérêts politiciens souvent véreux. Alors, à la mort de Conté, ce qui arriva. Une fois de plus, bien avant sa mort, beaucoup de disputes pour la succession de ce président. Qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires prennent le pouvoir, évidemment, comme à l'époque de Sékou Touré. À leur tête, Dadis Camara, qui présenta comme le sauveur du pays, promettant comme le grand ATT du Mali, effectivement, de se retirer un an après pour laisser la place à un président civilement, démocratiquement élu. Mais la folie du pouvoir, effectivement, le gagna, soutenu par un groupuscule de soldats fanatiques acquis à sa cause, ou plutôt par une bande indisciplinée et agressive de voyous militarisés pour la cause, son régime se transformant en un état de terreur, enlèvement, arrestation arbitraire, viol, devint la réalité d'une Guinée au bord de la débâcle. C'est alors effectivement que vient quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on peut appeler les forces vives. Réellement, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Autour de cette force vive, il y avait les syndicats, il y avait les grandes communautés civiles et intellectuelles, mais aussi tous les anciens partis politiques, et du pouvoir et de l'opposition. Et puis, le 28 septembre 2009, tout le monde s'en souvient, je pense, je pense que ça doit être une date anniversaire du référendum où nous avons dit non. Cette date, elle est terrible parce que je pense que ça doit être le jour le plus horrible de l'histoire de la Guinée. Le Dadis, effectivement, envoya des militaires pour massacrer des gens qui étaient en train de manifester d'une manière pacifique. Plus de 200 morts, des centaines d'autres blessés, des centaines de viols, des femmes qui ont été violées parce qu'elles étaient présentes et qu'elles ont osé venir effectivement à cette manifestation. Alors peut-être on peut peut-être croire ce qu'on peut appeler à la justice imminente, pressée par l'enquête internationale imposée par l'ONU. Les 2 grands complices du pouvoir tentèrent effectivement de discuter l'un l'autre
Et puis ce combat déloyal finit effectivement par envoyer Dadis à l'hôpital. Dadis évacué au Maroc, son homologue général Konaté décide d'ouvrir le dialogue avec la société civile et les partis d'opposition afin de mettre en place un gouvernement de transition pour organiser des élections qui auront lieu effectivement en 2010 et en 2015. Alors, permettez-moi de vous parler quelques instants de ce qui m'a poussé à m'engager pour la Guinée. Avant tout, je voudrais remercier, je pense que nous pouvons tous le dire, nous avons été accueillis ici en Belgique d'une manière assez extraordinaire. Je pense que le peuple belge était vraiment un peuple, je dirais, assez tolérant et qui a accueilli cette diaspora guinéenne d'une manière très bien intégrée. En découvrant mon pays d'adoption en 1985, je sortais effectivement d'une certaine révolte. J'étais un jeune assez révolté parce que j'ai grandi en France avec la montée des mouvements extrémistes comme le Front National, où je subissais effectivement le racisme, guidé par la sage autorité de mon père, et grâce à l'esprit d'ouverture du peuple belge, j'ai trouvé mon équilibre entre les études secondaires et universitaires et mon sport qui était la boxe, qui était effectivement pour moi simplement un hobby et une manière de m'exprimer pour canaliser toute l'injustice que je pouvais ressentir. Une de mes plus grandes obsessions aussi était de voir chaque jour mon pays d'origine tomber dans une misère de plus en plus sordide, d'y voir les campagnes désertées par les jeunes, sans emploi, cherchant désespérément de survivre à Conakry, d'y observer la montée de la corruption et de constater l'abandon des institutions internationales. Sachez que pour moi, effectivement, ce fut souffrance permanente et que la plus grande volonté fut toujours d'aider la Guinée à sortir de cette impasse. À chacune de mes visites, je voyais le pays s'enfoncer de plus en plus dans un marasme sans précédent. Aussi, quand ma carrière de boxeur me donna la chance d'acquérir une importante notoriété, je décidais sans aucune ambition personnelle, je dis bien sans aucune ambition personnelle, de la mettre au service de mon pays. C'est pour cela qu'en 1998, 98, comme on dit en Belgique, alors que je venais effectivement de gagner la ceinture championne du monde intercontinental et d'être nommé à San Diego meilleur espoir de la boxe mondiale, enlever cet oubli sur l'échiquier international. Ce combat fut un de mes plus grands combats et surtout une de mes plus grandes victoires. Mais si cette prédestination, effectivement, c'est dans le même stade du 28 septembre, souillé par le massacre orchestré par la junte militaire, que j'ai pu contribuer à sortir un tant soit peu mon pays d'origine de l'ombre de ses fantômes. Ce combat et plusieurs tentatives locales de faire évoluer le pays au travers de ma fondation m'y ont permis d'enthousiasmer de nombreux Guinéens et Guinéennes, avec lesquels nous avons effectivement aujourd'hui une idée de jouer un rôle suprapolitique. Oui, monsieur, les représentants de l'ambassade, un rôle suprapolitique et non un rôle politique. Un réseau en interconnectant tous les Guinéens les uns les autres, en leur demandant de, effectivement, entendre un seul message. Nous devons être arrêtés. Arrêter une chose, chers amis. Nous devons arrêter d'être des soutiens politiques ou être des opposants. Soyons des acteurs, des vrais acteurs du développement de l'économie locale de notre pays. Essayons de mettre en place quelque chose qui peut nous permettre demain de nous dire, quand on est retraité, quand on est âgé, on retourne dans notre pays d'origine et que les choses, effectivement, en Guinée fonctionnent parce qu'il y a une vraie démocratie, parce qu'en Guinée, on peut y aller d'une manière apaisée, sans avoir de tension. La chose la plus effrayante, surtout en Afrique, et en Guinée en particulier, c'est l'exode des jeunes vers l'Occident, avec tout le risque que cela comporte. Vous le savez tous, quand vous allez en Guinée, le rêve d'un Guinéen ou d'un jeune Guinéen, c'est de venir en Occident. C'est la chose dont il rêve. C'est quitter et fuir le pays. Alors, évidemment, est-ce que nous pouvons leur mentir, leur dire il faut venir ici, on va vous accueillir comme il faut? Aujourd'hui, on est en train de fermer toutes les frontières. Aujourd'hui, les frontières et l'Occident, ça devient de plus en plus dur. On a difficile à trouver du travail. Il y a de plus en plus de chômage. Les gens sont de plus en plus racistes. Et c'est toujours de la faute à l'étranger. Alors comment nous, on peut mettre les choses en place pour permettre à nos frères qui sont là-bas, à nos enfants, à nos cousins, à nos femmes, de pouvoir retrouver vraiment un sentiment de se dire on n'a pas besoin de venir ici. On doit rester chez nous, parce qu'effectivement, chez nous, on a la possibilité de pouvoir travailler, on a la possibilité de pouvoir manger tous les jours. Alors, enfin, permettez-moi de m'adresser aux délégués de la diaspora ici,
guinéenne de Belgique et ses autres représentants de pays européens et d'aborder le sujet principal de cette conférence. Mes amis, mes frères guinéens et guinéennes, de toute ethnie et de toute obédience, je viens à vous pour vous présenter le grand projet du réseau mondial pour une Guinée nouvelle. Nous voulons à travers ce réseau rassembler tous les Guinéens autour d'un seul objectif, celui d'accompagner la Guinée dans son développement économique local. Une étude récente montre effectivement que la contribution annuelle des diasporas africaines en général, dans leur pays d'origine, était plus importante que le budget annuel du gouvernement. Mais malheureusement, cette contribution n'est pas du tout structurée, elle n'est pas coordonnée, et donc n'a aucun impact sur l'emploi, n'a aucun impact sur le développement économique local. Vous savez, il y a une expression qu'on dit souvent, apprends-lui à pêcher, il pourra en manger tous les jours. Et c'est ça en fait la réalité aujourd'hui. En Guinée, on n'apprend pas à pêcher. En Guinée, on donne et on donne. Moi, quand j'étais en Guinée, ce qui était le plus effrayant, ce que je voyais tous les jours, des gens dans des cabinets ministériels assis. Et quand j'arrivais, on ouvrait la porte, je rentrais chez le ministre, je le voyais, et puis je sortais. Et puis quand je revenais le lendemain, je voyais la même chose, toujours assis. Et puis, le ministre sort, ou l'homme qui a un peu de moyens, il sort, le Guinéen qui a réussi, prend dans sa poche et il donne l'argent à la personne, tous les jours. Mais c'est quelque chose d'effrayant. Un père de famille qui a des enfants, qui vient tous les jours s'asseoir pour qu'on lui donne de l'argent. Et je regarde ce Guinéen et je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne lui apprenez pas? Pourquoi vous ne lui donnez pas un secret à ce type pour lui dire comment est-ce qu'il peut travailler, comment est-ce qu'il peut gagner les moyens, plutôt que lui donner tous les jours de l'argent? Mais je pense que la mentalité du Guinéen, c'est de dire, je préfère que cette personne dépende de moi tous les jours, plutôt que lui donner une autonomie et une indépendance. Et c'est ça la réalité que nous vivons, nous les Guinéens. C'est ça qu'on doit changer dans notre mentalité, c'est ça qu'on doit changer dans notre approche. Et c'est pour ça que moi, ça me fait peur. Au quotidien, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Et donc voilà un peu l'objectif dans lequel on est. Oui, effectivement, aucun emploi, plusieurs générations de sorties d'université sacrifiées, plein de gens compétents sacrifiés, taux de jeunes sans compétences colossales, ni techniques ni professionnelles, agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, tous ces domaines sont des vrais potentiels économiques. Mais vous savez, la Guinée, il y a une chose qui est bien. Ah, nous, première réserve mondiale de bauxite, deuxième réserve mondiale de fer. Et c'est ce qu'on vend. Et à côté de ça, on a tout ce potentiel humain qui est là et qui est complètement sacrifié. Et c'est là que moi je veux qu'on prenne conscience et qu'on puisse travailler sur cet objectif ensemble. Alors, la main-d'œuvre guinéenne n'est pas qualifiée du tout. Il faut encourager les études techniques, professionnelles. Demandons à ceux qui importent du poulet surgelé, parce que c'est ça aussi, on a une responsabilité. Importe du poulet surgelé plutôt qu'investir dans l'agriculture, des concentrés de tomates, du lait, concentré de tomates à Mamou. On a une usine qui est là depuis, j'ai voulu la reprendre, on m'a empêché de la reprendre. 1999 jusqu'à aujourd'hui, l'usine est toujours là, complètement abandonnée. Alors qu'on disait qu'il y avait des investisseurs extraordinaires, il fallait leur donner des millions pour pouvoir reprendre cette usine. Alors, du lait, d'investir dans l'élevage de poulet local, de relancer la conserverie de tomates de Mamou, de soutenir l'élevage pour produire du lait, créer une vraie société de transport, construire ensemble les infrastructures collectives. Je suis content que nos amis turcs nous aient offert des bus, ils nous ont offert 50 bus. Et je vois que... Pardon? Et je vois qu'on est heureux, on est content, on annonce, c'est extraordinaire. Les bus, ils datent de 1990. Moi, j'ai mis des bus en 2000, qui dataient de 2000. Les bus, on les a foutus en l'air. On les a foutus en l'air. Les bus sont plus récents que ceux qui étaient en ça, c'est la mentalité chez nous. C'est la mentalité chez nous. Donc il faut que nous, on peut créer une société de transport. On peut créer une société de transport. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit d'autres qui le fassent. On peut le faire. On peut le faire. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on le fasse. Parce que quand on fera des sociétés de transport en Guinée, ce sera aussi pour nos familles, ce sera aussi pour nos parents qui sont là-bas dans le pays d'origine. Alors, effectivement, pour ce faire, nous allons convaincre plusieurs villes occidentales. Et ça, c'est l'objectif. Et dans la démarche que j'ai déjà faite, moi j'ai déjà convaincu plus de 100 villes, européennes et non européennes, de nous suivre dans ce projet. Mais évidemment, pour qu'ils puissent nous suivre dans ce projet, il faut que moi je montre l'exemple.
puisque j'ai la chance d'être élu dans une commune, si moi je ne montre pas l'exemple dans un premier temps, eh ben, c'est difficile de dire aux autres, vous venez chez moi en Guinée, c'est un pays extraordinaire, venez nous soutenir, nous accompagner dans un projet commun. Créer un partenariat ou un jumelage avec une ville ou un village de Guinée, afin d'apporter leurs compétences et soutien à ce projet ambitieux. Et nous, à travers le réseau, nous allons mettre en place des équipes qui vont monter des dossiers, des jeunes compétents qui sont là avec nous aujourd'hui, des équipes qui vont effectivement nous accompagner pour monter des vrais dossiers afin d'obtenir des subsides pour des écoles, pour des centres de santé, accès à l'eau, à l'électricité. Moi, je pense que c'est ça. Si on peut vendre tout ce qu'on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut comme projet en Guinée, mais si on n'arrive pas à permettre à une population qui se dit « moi je fuis le pays, je quitte la Guinée », si tous nos jeunes partent en Guinée, quel est l'avenir de ce pays? C'est ça la réalité. Donc nous devons travailler là-dessus et nous avons une véritable responsabilité. Oui, Guinéens et Guinéens, ce n'est pas une utopie. Comme je vous l'ai déjà écrit, le pays auquel notre réseau aspire est une Guinée nouvelle, tournée vers le futur, réunissant démocratiquement des hommes intègres et de grandes compétences, dont la seule ambition est de servir en travaillant pour sa prospérité. Je pense aussi que seul un réseau unitaire de la diaspora nous permettra effectivement d'avoir un rayonnement et du poids nécessaire pour éliminer en même temps la pauvreté et l'ethnocentrisme. Pour réussir ce grand projet progressiste, social et humaniste, nous demandons aux sages, aux femmes leur sagesse, aux jeunes leur enthousiasme pour relever ensemble ce défi. Alors, aujourd'hui, nous vous demandons de nous rejoindre et ensemble, essayons d'accompagner ce pays au potentiel si gigantesque. Donnons une perspective d'avenir à nos jeunes, nos femmes, permettons-leur de rêver, empêchons nos jeunes de fuir nos villages, notre pays. Donnons enfin à la Guinée la place à laquelle les dons de Dieu l'ont prédestinée. Mesdames et messieurs, voilà tout simplement notre ambition, celle de rassembler dans une force suprapolitique les Guinéennes et les Guinéens qui veulent enfin changer l'histoire du pays pour en assurer sa prospérité. Je finirai par un I have a dream de Martin Luther King. Oui, moi aussi j'ai un rêve, mes amis. J'ai un grand rêve. Voir un Guinéen ou un Africain venir en Occident comme un Occidental va en Afrique, c'est-à-dire en vacances, 2 semaines, 1 mois, et rentre chez lui parce qu'il a un travail. Parce qu'il a un travail, il a une maison et surtout il a une famille qui l'attend. Que Dieu bénisse la Guinée nouvelle. Merci.